Bonjour, alors on est là dans une salle municipale à Amiens-Nord où je fais ma permanence. C'est la fin, il n'y a pas eu beaucoup de monde, il n'y a jamais beaucoup de monde, mais moi j'aime bien. Je sais que je te voyais ricaner dans le coin quand il y avait les personnes qui passaient. La première personne qui est venue avec son fils, c'est une dame, elle touche 720 euros de retraite. Et on lui demande de payer une taxe d'habitation, il me semble, aux alentours de 500 euros. C'est ça, Brigitte? Et un peu moins de 500. D'habitude, les impôts l'autorisent à payer en 10 fois. Là, on lui demande de payer en une seule fois. Elle sait qu'elle n'a pas ça sur son compte. C'est prélevé mercredi. Ils ont son RIB. Elle est un peu paniquée. Son fils a envoyé des mails et tout ça pour essayer d'arranger le coup. Elle dit, moi, je suis quelqu'un d'honnête. Je demande qu'à payer, mais à payer en 10 fois, pas à payer en une seule fois, parce que là, je peux pas. Elle a peur que derrière, ça soit des agios et tout ça. Et ben, donc, on va envoyer des courriers pour que les impôts, ils mettent la pédale douce là-dessus. On va appeler. Après, il y avait une autre personne âgée qui, elle, a des craintes parce qu'il y a un chemin qui passe derrière chez elle. Elle a montré les plans, on lui demande d'adhérer à un syndicat libre. Elle se demande qu'est-ce que c'est que ce truc, est-ce qu'elle va encore pouvoir faire passer sa voiture sur le petit chemin et tout ça. Moi, je trouve ça touchant de m'occuper comme ça des problèmes des gens et ça me dérange pas du tout. Donc voilà, comme je voyais que tu ricanais. Donc voilà un peu. Et puis après, on a rendez-vous avec le club de volleyball d'Amiens-Nord. Donc on va causer en attendant. Alors la première chose, je vais prendre la défense de Nicolas Demorand. Alors vous allez dire que je tourne vraiment très mal. Je commence par aller voir des agriculteurs qui sont à la FNSEA. Bon, voilà. Pourquoi? Parce que j'ai vu... il y a eu un tas de remarques. Là, j'essaie de me retourner sur ma propre page Facebook et j'y arrive pas. Mais j'ai vu des tas de remarques comme quoi le gars était affligeant quand il me relançait en me demandant mais c'est légal, monsieur Ruffin, ou en disant que il y avait des communiqués de Whirlpool, que ça créait de l'emploi, que Sanofi créait de l'emploi. Et donc, il y a eu des tas de réflexions hyper violentes parce que Facebook et Twitter, c'est des trucs, franchement... vous n'avez pas marre d'utiliser des insultes et tout ça? Bon, moi, ça me va pas du tout. C'est pour ça que j'ai tardé à m'y mettre à ce truc. Voilà. Et moi, je vais prendre sa défense parce que dans son interview avec moi, Demorand, attendez, historiquement, c'est pas quelqu'un que je porte dans mon cœur. Je me souviens de 2005, des débats autour du traité constitutionnel européen et des non-débats, à vrai dire, puisque entre Bernard Guetta et Nicolas Demorand, il y avait une parole oui-wist qui nous tombait dessus. Voilà. Donc, j'allais chez Nicolas Demorand avec un peu de crainte. Et je trouve que j'ai pas eu de problème dans les questions qu'il m'a posées. Maintenant, il faut savoir ce qu'on attend du journaliste en face. Je veux dire, il n'y a rien de pire qu'un journaliste qui vient vous dire « Mais vous ne trouvez pas, c'est les journalistes militants qu'on a fréquentés de temps en temps, mais vous ne trouvez pas que le système est complètement capitaliste, est complètement aberrant, non ?» Bah là, qu'est-ce que vous voulez répondre? Vous répondez oui, bah oui, c'est bien vrai. Tandis que si vous avez quelqu'un en face qui, au contraire, vient vous proposer une opposition, quand bien même c'est pas une franche opposition en disant mais c'est formidable, Sanofi ils font que du bon boulot, regardez, ce système il est génial, bon bah ça vous énerve un petit coup, ça vous met un coup de pulse parce que l'idée quand même c'est qu'en 8-10 minutes, paf, on vous sorte un maximum de jus et que ça donne quoi. Je veux dire, quand je rencontre Marie-Hélène Bourlard dans Merci Patron, je lui dis pas, oh là là, ma pauvre Marie-Hélène, qu'est-ce que ça doit être terrible pour toi d'être licenciée. Je lui dis, mais remercie Bernard Arnault. Et si elle se met un petit coup en colère, si on a une belle réaction à l'écran et tout ça, c'est parce que je la prends à rebrousse-poil. Donc, de ce point de vue-là, je trouve que sur ça, Nicolas Demorand fait bien son boulot. Après, bon, quand on me pose des questions sur la Catalogne, ou sur, je sais plus comment c'est, les indigènes de la République, où il y a, bon, je suis moins à l'aise, quoi, ça c'est clair et net. Donc voilà, mais donc défense de Nicolas Demorand sur ce terrain-là, et puis ensuite, je dirais la violence verbale qu'on utilise dans les commentaires Facebook et tout ça, elle plaît parfois plus la preuve de notre faiblesse qu'autre chose. Oui, quand on n'a pas la force des choses, souvent on utilise la force des mots. Mais donc c'est une marque de faiblesse. Comme demain, il s'agit pour nous de préparer un beau monde, hein, et un monde où nous sommes forts, conscients de notre force, eh bien, je pense que c'est le genre de réaction qu'il ne faut pas avoir systématiquement. Ça peut arriver, mais en tout cas, éviter l'injure et ainsi de suite, en se disant que ce système, on va contribuer à le remplacer, à faire autre chose. Bon, voilà. Donc, c'était la première chose.
Et pour moi, ces réactions peuvent relever, je dis de la faiblesse, mais d'une forme d'impuissance. Et ça me fait penser à cette citation de Maurice Barrès, que j'aime bien, que les pauvres et le sentiment de leur impuissance, voilà la condition première de la paix sociale. Donc voilà, il faut qu'on sorte absolument de ce sentiment d'impuissance. Maintenant, si je reviens à l'entretien avec Doman, j'ai l'esprit d'ascenseur. Je m'en veux. Du coup, j'ai dû écrire un papier après. L'esprit d'ascenseur, vous savez, normalement, on dit l'esprit d'escalier. C'est quand on va faire un entretien ou n'importe, et on sort de l'entretien et c'est là qu'on a la meilleure réplique, quoi. Bon. Et là, moi, ma meilleure réplique, je l'ai eue dans l'ascenseur quand je suis redescendu de Radio France. Je ne sais plus à quel étage c'était. Pourquoi ? Parce qu'il m'avait parlé de Moscovici. Et j'ai commencé à lui dire, mais Moscovici qui disait, c'est bien, on prend soudain conscience du phénomène de cette optimisation fiscale. Bon, soudain, putain, il découvre le truc, le mec. Et puis après, il a fait des tas d'autres déclarations où il disait que on allait prendre le problème à bras le corps. Bon, voilà. C'est du flanc. Je lui ai dit, aujourd'hui, le problème, ce que nous devons mettre en évidence tous les jours, c'est la complicité des dirigeants politiques avec l'élite économique. Et alors là, je l'ai posé dans le vague. Le problème, c'est que sur Pierre Moscovici, j'aurais dû le poser avec des preuves. Et les preuves existent. Pierre Moscovici est l'ancien vice-président du Cercle de l'Industrie. Le Cercle de l'Industrie, c'est un lobby patronal que nous, on aime bien, à Fakir, qu'on a déjà démonté plusieurs fois, qui avait été fondé par Dominique Strauss-Kahn. Dominique Strauss-Kahn, en 1993, il sent que ça va mal tourner pour le Parti socialiste. Il est à l'époque ministre de l'Industrie. Il fait défiler dans son bureau. C'est dans un bouquin qui s'appelle Lévy Cachette DSK, qui a été fait par Véronique Le Billon et Vincent Giré, qui sont pas du tout des gauchistes. Et ils expliquent comment il a fondé ça. Il s'est dit, bon, ça va être la galère pour moi, politiquement c'est mort, il faut que j'ai un sas en attendant, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais fonder un lobby, et il fonde un lobby avec les patrons. Il fait défiler toute une série de patrons de Renault, de tout ça dans son bureau, et chaque patron lui remet, attends, combien ils lui remettent ? Je crois que c'est 20 000 francs chacun, 200 000 francs, tu vois, bon, 10 fois plus. Ils acceptent de verser 200 000 francs chacun pour son futur cercle de l'industrie. Alors on a qui ? On a Ron Poulenc, on a Péchinet, on a L'Oréal, on a Schneider, on a Lafarge, on a Usinor, on a Total, qui remet du pognon à DSK pour qu'ils fondent ce lobby, le cercle de l'industrie, qui va servir de lobby au grand patronat français, notamment auprès de l'Europe. DSK en est le premier président. Ensuite, il devient ministre de l'économie. Je dis ça parce que, en fait, c'est comme si le patronat choisissait parmi ses lobbyistes qui devient ministre de l'économie. On est sérieux. Quand est-ce qu'on est sérieux en matière d'économie ? On est sérieux quand on est reconnu par le patronat, et y compris dans la gauche du Parti socialiste. Enfin, au Parti socialiste, voilà comment on a des marques de sérieux. Le patronat nous trouve sérieux, donc on peut faire un bon ministre de l'économie. Et c'est sans surprise que l'un de ses successeurs, Pierre Moscovici, va lui aussi devenir ministre de l'économie, non plus de Lionel Jospin, mais de François Hollande. Donc à nouveau, le lobbyiste du patronat devient ministre de l'économie avant de devenir ministre des Affaires européennes, commissaire des Affaires européennes, commissaire européen à la fiscalité, à l'économie et tout ça. Donc il abandonne, au moment où il devient ministre de Hollande, il abandonne la vice-présidence du Cercle de l'Industrie, mais il continue à y venir comme invité. Une fois comme ministre, 2 fois là comme commissaire européen, et encore cette année, il allait comme commissaire européen au Cercle de l'Industrie. Dans ce Cercle de l'Industrie, il y a entre autres Dassault, qui est pointé dans les Paradise Papers. Il y a Lafarge, commerce avec Daesh. Il y a Total, Paradise Papers. Bon, voilà. Peut-on espérer un seul instant que ce mec qui est lié au patronat dont il a été le lobbyiste, à ces grandes multinationales, que ça soit lui qui vienne les remettre d'aplomb et leur dire, attendez, vous allez arrêter vos conneries, on va vous sanctionner, on va vous couper les mains financièrement, on va tout faire pour vous faire rentrer dans l'ordre, et qu'ils tapent du poing sur la table face à elle. C'est du flanc. Alors il faut qu'ils viennent nous faire des petits numéros chez Bourdin et ainsi de suite pour se présenter comme il faut. Non, on va défendre le peuple et tout ça. Mais si le peuple il est défendu par ça, il est cuit.
J'ai lu une phrase de Arun Dati-Roy, là, il me semble dans les commentaires Facebook, parce qu'il y a des commentaires Facebook qui sont très bien, qui dit « La prochaine révolution se fera contre les grandes entreprises ». Je pense, en tout cas, nous devons travailler à ça. Mais, je veux dire, la prochaine révolution, elle doit se faire en virant Moscovici et en virant Jean-Claude Juncker, parce que on va refaire cette Europe-là qui va nous permettre d'affronter les paradis fiscaux avec l'autre champion des paradis fiscaux, là, qui est Jean-Claude Juncker, bah oui, qui était Premier ministre du Luxembourg pendant, il me semble, 15 ou 17 années d'affilée. Un paradis fiscal installé au centre de l'Europe qui héberge Clearstream et ainsi de suite. Et c'est avec Moscovici et Juncker qui sont alliés à la finance et qui sont alliés au patronat qu'on va venir refaire cette Europe. Non mais attends, c'est du flan. Bon, voilà. Donc ça, j'ai oublié de le dire à Demorand, donc tu vois là, et pourtant je l'ai encore sur le cœur manifestement. Alors, maintenant la suite. Ouais, tu suis soufflé, mais c'est pas parti pour souffler. Putain, on croit que je suis en meeting là. Macron, dans le registre des mecs qui sont supposés nous défendre parce qu'ils sont supposés être les élus du peuple pour aller lutter contre la finance, bon bah voilà, t'as Macron numéro 1. Silence radio. Depuis une semaine, pas un mot. Quand il s'agit d'aller sur TF1 venir dire qu'il faut faire du contrôle des chômeurs, là il y a du monde. Hein, il est là. Maintenant, là, ça fait une semaine qu'on parle de Total, qu'on parle de Dassault, qu'on parle de Glencore, qu'on parle de tous ses copains, et il n'y a pas un mot de Macron. D'accord? Et quand il va sortir un mot, ça va être tellement du yaourt qu'on va se dire, putain, mais en effet, il vaut mieux qu'il se taise, quoi. C'est pas surprenant. Déjà dans son programme, puisque je me tape son programme régulièrement, tu sais, on a les loisirs qu'on peut. Il y avait deux lignes sur la fiscalité, sur la fraude fiscale. Hein. Et il y avait plus de place qui était accordée à la fraude sociale, où il nous expliquait comment il allait faire du contrôle sur les chômeurs, le RSA. C'est-à-dire qu'il consacrait plus d'espace dans son programme à un phénomène qui pèse 100, 200, 300 fois moins que la fraude fiscale. La fraude sociale, c'est aux alentours de 300 millions d'euros par an, on estime, tandis que la fraude fiscale, c'est 20 milliards, 60 milliards, 80 milliards, ça dépend des estimations. Mais voilà, on est en tout cas dans un rapport de au moins 1 à 100. D'accord ? Et dans son programme, il consacrait plus d'espace. Il y avait un silence quasiment sur la fraude fiscale. Mais ce silence, on l'a retrouvé à Versailles. Pas une seule fois, il est venu nous parler des paradis fiscaux le lendemain de son élection, hein, quand il a convoqué tout le monde, mais qu'on n'y est pas allé, le Sénat et puis l'Assemblée. Il n'y avait pas un mot sur les dividendes, pas un mot sur les multinationales, pas un mot sur la fraude fiscale. Le lendemain, quand Édouard Philippe est venu devant l'Assemblée pour expliquer sa politique générale, pas un mot sur les dividendes, pas un mot sur les multinationales, pas un mot sur la fraude fiscale. Ça a été constant. Ce silence est un silence de complices. Il est évident que ce sont leurs potes. Il est évident qu'il ne faut pas venir les pointer du doigt. Donc il faut faire semblant de temps en temps quand on est bien contraint et quand il tombe un truc comme les Paradise Papers en disant « Ah, c'est formidable le travail qu'ont fait ces journalistes, heureusement qu'ils sont là pour nous éclairer. » Mais c'est du flan. Ils préfèrent que ça reste dans l'ombre. Ils préfèrent qu'on ne parle pas de ça, qu'on se remette immédiatement à parler d'autre chose. Ils le veulent, ça. Mais regarde, pendant l'été, chaque fois qu'on voulait parler de ça, par exemple, sur la loi travail, on se disait, bon, bah d'accord, vous revoyez le code du travail, mais pourquoi on ne reverrait pas aussi ce qui se passe du côté des actionnaires? Ah, c'est pas le moment. Sur la loi de moralisation de la vie publique, bon, bah alors vous voulez moraliser ce qui est les revenus des députés, vous allez contrôler leur note de train et tout ça, ok, d'accord. Mais si on regardait un peu tout ce qui part en dividendes pour les actionnaires, comment sont composés les conseils d'administration, comment ça se fait qu'il y a des gens qui viennent toucher des jetons de présence dans les conseils d'administration, et ce sont d'importants jetons de présence, et qui siègent en même temps dans 3 ou 4 trucs. Et depuis qu'on dit c'est pas bien d'être des fantômes et de siéger, d'avoir des multi-sièges comme ça, ils envoient leurs femmes ou leurs filles. Vous voyez? Bon, on venait poser ça. Ah, c'est pas le moment de parler de ça. C'est jamais le moment. Même quand c'était la loi sur le terrorisme, qu'on venait poser un amendement Lafarge pour dire que les entreprises et multinationales qui participaient éventuellement au financement du terrorisme devaient être sanctionnées, voire nationalisées, enfin tapées au portefeuille, quoi. C'était pas le moment. C'est jamais le moment. C'est jamais le moment de toucher à ces intérêts-là.
Et ça, il va falloir qu'on le raconte relativement constamment. Enfin, sur les Panama Paradise Papers, ce qu'il faut dire, c'est que, évidemment, ce n'est que la petite partie émergée de l'iceberg. C'est quoi ? Il y a eu un autre commentaire intelligent sur Facebook, là, qui était de dire, en matière de fiscalité, une faille devient un principe, en gros, quoi. À partir du moment où il y a une faille dans le dispositif, tout le monde s'engouffre dessus. Et laisser persister une faille, c'est en fait la faire devenir le cœur du système. Et là, ce qu'il faut bien voir, c'est que ce qui se passe dans le vote du budget là, pour moi, est lié aux Paradise Papers. Le vote du budget, c'est-à-dire la flat tax. Pourquoi on nous dit pourquoi ? Parce qu'il risque de partir. Baisse de l'impôt sur les sociétés. Bon, ça a été repoussé, mais pourquoi ? Pourquoi on baisse depuis le milieu des années 80 ? C'était à 50% l'impôt sur les sociétés, on est passé à 25%. Et tu sais très bien que les grosses multinationales, elles payent aux alentours de 8 à 12%, tandis que les PME, elles payent le vrai taux. Bon, pourquoi ça ? Et la réponse est toujours la même faille. Ils risquent de partir, donc on leur fait des petits cadeaux. Mais la suppression de l'impôt sur la fortune pour les actionnaires, c'est pareil. Pourquoi ? Parce qu'ils risquent de partir. Le risque d'optimisation fiscale. Et donc en fait, il y a un lien réel entre la nature du budget que propose Macron, qui contribue à taxer moins ce qu'on appelle les bases mobiles. Les bases mobiles, ce sont les capitaux. Ce sont eux qui sont les plus mobiles. Derrière, ce sont les entreprises qui sont un peu moins mobiles, mais qui restent mobiles. Les grosses entreprises étant plus mobiles que les petites. Et ce qui est le moins mobile, le plus immobile, c'est toi, c'est moi. Moi, je ne vais pas me délocaliser en Andorre, à Jersey, à Guernesey, dans le Delaware, pour ne plus payer moins de TVA, tu vois, pour plus payer de TVA. Bon, donc, nous, on peut nous taxer, parce qu'on ne va pas bouger. Par contre, ce qui est mobile, on va moins le taxer. Eh bien, tout le projet fiscal de Macron, là, il correspond à cette logique-là, et il est intimement lié, pas seulement aux Paradise Papers, mais aux Panama Papers, aux LuxLeaks, aux SwixLeaks, à cette persistance d'un décalage fiscal entre les nations, et avec des poches qui sont des vrais trous noirs, depuis maintenant 30 ans, ou 40 ans même. Disons depuis le début des années 80. Donc c'est pour ça qu'il faut leur faire des gâteries permanentes, quoi. Alors, ensuite, ça va là ? Je suis député d'Amiens, plutôt Amiens Nord, et Barbara Pompili de En Marche est députée d'Amiens Sud. Elle a été déjà députée lors du précédent mandat, sous Hollande, puisqu'elle était verte, elle est entrée au gouvernement sous Ayrault et Valls, il me semble. Bon. Et puis là, maintenant, elle est macroniste. Bon. Je suis allé à Pinel, à l'hôpital psychiatrique. J'ai fait une restitution devant les soignants qui a été retransmise par Facebook. J'ai interpellé la ministre de la Santé en direct dans l'Assemblée, qui m'a d'abord répondu que c'était pas vrai, que ça pouvait pas se passer comme ça, qu'il y avait des certifications, qu'il y avait des audits, donc que tout était en ordre et que c'était clean, et qu'elle voulait rassurer les autres députés, que j'étais vraiment un mec qui racontait n'importe quoi. Je suis remonté en créneau en disant: Madame la ministre, je continuerai à prendre la parole parce que vous êtes sourde aux attentes des soignants, aux attentes des patients, et puis même des psychiatres. Bon. Et là, Barbara Pompili s'est donc rendue à Pinel et elle a constaté exactement ce que j'ai vu. Ces premières lignes, je te les retrouvées. Ah merde, ça me remet la connexion Wi-Fi dans une seconde. Je vais te rediriger. Oh. Attends, ça arrive. J'y reviens. Attends, excusez-moi. Allez, je suis pas doué. Parce que c'est drôle un peu d'attendre, mais c'est pas drôle d'attendre. C'est pas drôle beaucoup. Ça sera coupé au montage. Bon, tu me rassures. Quoi ? Je viens de voir. Élise Lucet est de nouveau mise en examen. Ouais. Pourquoi ? Après son cash sur les Paradise Papers. Par qui ? Tout un tas de boîtes. Tu sais que Delphine Ernotte, elle reçoit des coups de pub, de menaces, de virer des pubs et des trucs comme ça. On est dans un monde, c'est une petite réaction en direct. Bon, de toute façon, tout le monde sait que j'aime Élise Lucet, quoi. Et qu'il faut lui apporter un soutien permanent parce que c'est pas quand on l'aura plus qu'on dira du temps où le service public avait cache investigation et tout ça. On aime bien pleurer et regretter au passé souvent. Bon, là, il y a quelque chose qui se fait, qui est formidable au présent et il faut l'utiliser comme une arme politique au présent. Mais on est dans un monde où
souvent, le vice est récompensé et la vertu punie, quoi. Et là, ils ont honte de rien, quoi. Ils ont honte de rien, ces multinationales. Il ne faut pas seulement qu'ils gagnent sur le terrain financier, avec 1% de l'humanité qui détient plus de richesses que les 99% restants, mais il faut qu'ils gagnent aussi sur le terrain des forces de l'esprit, et il faut qu'ils nous imposent le silence. Et ça, je pense que Élise Lucet ne va pas s'en laisser compter, mais on sera à ses côtés pour ne pas s'en laisser compter non plus. Mais il faut les dénoncer. Vraiment, ces grandes entreprises, ce sont des forces qui sont désormais odieuses et il faut tout faire pour les démanteler. Je regardais, il faut avoir le courage, c'est Wilson, il me semble, c'est sous Wilson que ça s'était produit. Eh bien, il y avait eu aux États-Unis le démantèlement de la Standard Oil de Rockefeller en 1914. Eh bien, il faut en revenir là. Il faut en revenir au démantèlement de ces monstres que sont devenus les multinationales, quoi. Bon, alors c'était pas là-dessus, j'étais parti. Voilà, Barbara Pompili, elle commence son papier, elle a fait un papier sur Facebook en disant « Je savais, on me l'avait dit, mais je n'avais pas vu, maintenant j'ai vu et je ne pourrai plus oublier. Je ne pourrai pas ne rien faire, c'est une question de civilisation, c'est une question d'humanité, une question du sens que peut avoir un engagement politique quand on a vu cela. » Bon, c'est peut-être un petit peu grandiloquent, mais en tout cas sur le principe, le site Lucien Bonafé, c'est un truc que je n'ai pas voulu citer tellement c'est la phrase qui est ressassée partout. Hein. On juge du degré de civilisation d'une société la façon dont elle traite ses fous. Bon, et ben voilà, elle est allée à Pinel et elle dit que j'ai pas raconté des conneries, quoi. J'ai pas menti, j'ai pas raconté des salades. Et alors là, il peut y avoir deux réflexes. Le premier réflexe, c'est la copieuse, quoi. Merde, ben non. Et je vois ça dans les commentaires. Bon, ben non, tant mieux. Tant mieux. Tant mieux si on est deux à être convaincus de ça, même si on ne le fera pas avec le même esprit. Dans son papier, elle dit qu'il faut réduire les déficits publics et tout ça. Oui, il faut réduire les déficits publics, d'abord en maintenant un impôt sur la fortune et même en le renforçant et en faisant que la famille Bettencourt n'y échappe pas, quoi. Oui, donc c'est un moyen de réduire les déficits publics. Donc évidemment, on n'est pas d'accord sur plein de choses. Mais chaque fois qu'il y a moyen de mener un combat avec des gens qui ne nous ressemblent pas, qui ne sont pas d'accord avec nous sur plein d'autres trucs, il faut le faire. Et c'est comme ça qu'on grandira. Je vois d'autres qui disent « Ah, Ruffin, comme il se rallie, comme il est d'accord avec Pompili, il se recentre. » Et non, je ne vais pas être jaloux parce que c'est ma cause. C'est pas ma cause, elle appartient à personne, cette cause de la psychiatrie. Elle appartient aux soignants, elle appartient aux patients, elle appartient aux citoyens de la transformer. On ne va pas être jaloux en disant « Ah, c'est mon petit précaré et je vais être tout seul à le défendre. » C'est un réflexe sectaire et qui ne nous conduira pas à transformer la société. Et il faut la transformer, cette société. Et on ne va pas la transformer tout seul. On va la transformer que si on parvient à épouser la France, quelque part. C'est-à-dire à pas se replier sur notre petit groupe, mais à comprendre quelles sont les aspirations en dehors, à en faire certaines siennes, à en rejeter d'autres, à travailler tout ça, à épouser, à marier. Bon, voilà, c'est seulement si on parvient à faire ça. Donc moi, je suis tout à fait d'accord pour mener cette lutte commune, non seulement avec Barbara Pompili, puis on verra quels sont les points d'accord et les points de désaccord, mais aussi avec les autres députés de la Somme, et j'espère avec les autres députés de la nation. On va très rapidement déposer une proposition de loi. Je vais aller faire du lobbying, moi, cette semaine, auprès de mes collègues députés, pour demander une chose simple, c'est que il apparaît que le budget des hôpitaux classiques augmente de grosso modo 2% à travers la T2A. Bon, ça peut, la tarification à l'acte, alors ça pourrait être... c'est une méthode qui ne va pas, cette T2A, mais bon, en tout cas, ça augmente de 2% par an. Et dans le même temps, le budget des hôpitaux psychiatriques, lui, il stagne, voire il diminue. Eh bien, nous, on va demander que le budget des hôpitaux psychiatriques soit simplement... et connaisse la même évolution que le budget des hôpitaux dits classiques. Voilà, c'est tout. C'est une demande simple, c'est une demande minimale, c'est une demande qui relève du bon sens et de l'évidence. Et j'espère que sur cette base-là, qui est une base minimale, on verra ensuite à transformer d'autres choses, mais on aura des députés de toutes les sensibilités qui porteront ce combat avec nous. Voilà, camarades.